Bonjour et bienvenue pour cette table ronde dans le cadre du plan BIM 2022 sur lequel la région Occitanie s'est positionnée. Pour rappel, le plan BIM 2022 a été lancé en 2019 dans la continuité du plan de transition numérique du bâtiment. Le plan BIM associe l'ensemble des organisations professionnelles de la filière. Alors, suite à un appel à projet, la FFB, Constructis Occitanie et la région Occitanie ont répondu pour proposer une expérimentation grandeur nature sur du BIM en situation de chantier. Et nous allons, à travers cette table ronde, partager un retour d'expérience sur donc l'un des projets retenus et qui a fait l'objet de cette expérimentation, qui est le groupe scolaire Germaine Tillon. Alors, je vais vous présenter les différents intervenants pour cette table ronde. Vous allez découvrir donc Mehdi Gachot, qui est BIM coordinateur pour l'entreprise Mathéos Électricité. Nous avons Aurélie Borde, responsable du service méthode pour l'entreprise GBMP. À vos côtés, Pierre Bonnard, architecte, IDP Architecte, qui est mandataire de l'opération. À vos côtés, Frédéric Carré, président de la FFB Occitanie. Émilie Touré, BIM manager de la ville de Toulouse. Nous avons ensuite Raphaël Gomme, bonjour, vous êtes chargé d'affaires entreprise Qualitech. Et puis à vos côtés, Aude Chouachillon, qui est BIM référente pour l'entreprise Soprema. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde. Vous avez donc tous participé à ce projet groupe scolaire Germaine Tillon. Alors, je vais le présenter pour ceux qui nous regardent. Ce projet, c'est donc une école maternelle de 8 classes et une école élémentaire de 10 classes avec des locaux périscolaires, avec de la restauration scolaire et un pôle d'activités mutualisées avec une bibliothèque, entre autres. C'est en tout 4200 mètres carrés et 7 millions d'euros pour ce projet. Alors avant de vous demander à chacun le retour, petit à petit au travers de cette table ronde, des difficultés, mais aussi des bénéfices d'avoir pu participer à ce projet intégralement en BIM, je vais me tourner vers Frédéric Carré. Vous allez nous préciser, si vous le voulez bien, Frédéric, en tant que président de la FFB Occitanie, qui a participé et qui a répondu à l'appel à projet, vous avez été coporteur de ce projet BIMCO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le contexte et les objectifs du projet BIM Construction Occitanie? Bonjour à tous. Alors nous nous resituons en 2016 et effectivement l'enjeu numérique et la transformation numérique est un enjeu important. Toutes les filières dont ils sont mis auparavant, on peut parler de l'aéronautique, le secteur aussi industriel, automobile, le bâtiment ne pouvait pas passer à côté. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de tailles différentes d'entreprises, beaucoup de secteurs d'activité. Et la complexité, c'était justement d'accompagner ces entreprises, de passer ce véritable virage, puisqu'il y a énormément d'opportunités dans la transformation numérique, en amont, en aval du projet. Beaucoup en plus de problèmes liés à l'attractivité de nos métiers. Il y a beaucoup de choses qui font que ça a été important de passer sur ça. Alors le PTNB, donc le plan de transition numérique du bâtiment, a investi de l'argent pour accompagner les entreprises dans cette montée en compétences. Ce qui était important pour eux, c'était de renforcer la condition professionnelle de tous les acteurs et sur tout le territoire. Alors la FFB Occitanie s'est de suite saisie de ce projet et en partenariat avec Constructis et avec la région Occitanie, on crée BIMCO. Et de ce BIMCO, donc, ils ont répondu à cet appel à projet concernant 3 projets et l'ont remporté. Alors, donc, sur ce projet Germaine Tillon, c'était une des expérimentations, donc un des projets qui a été retenu pour expérimentation, justement, avec donc un accompagnement, avec des formations. Peut-être on y reviendra et vous allez nous expliquer en quoi ça a consisté, justement, cet accompagnement. Mais pourquoi est-ce que vous avez décider vraiment de vous investir? Est-ce que c'était le rôle de la Fédé, finalement, d'y aller sur un tel accompagnement? Alors oui, parce que le BIM, tout le monde en parlait,
mais personne ne savait vraiment ce que c'était. C'était comme à l'époque, il y a une vingtaine d'années, quand on est passé au dessin en 2D. C'était pas finalement, est-ce qu'on va y passer ou pas? C'est que tout le monde va y passer. Mais en combien de temps on va y passer? Donc, l'accompagnement a été très important, et c'est le rôle d'une fédération que de passer en amont, d'expliquer et de pouvoir justement centraliser tout ça auprès de nos adhérents. Alors vous avez pour cela assuré l'animation et la coordination du programme d'action opérationnelle. Vous êtes chargé de tous les aspects techniques. En fait, tout au long de la réalisation de ce projet, vous avez été aux côtés des intervenants et des entreprises. Oui, alors quand BIMCO a gagné le projet, il y a eu 3 salles immersives. Et ce qui a permis vraiment donc, aux entreprises de venir, le rôle de la fédération était justement d'encadrer tout ça. Notamment, on pouvait en parler. Donc, au départ, les entreprises n'auraient même pas répondu à l'appel d'offres. Il y a eu beaucoup de réunions, d'informations. Les entreprises sont venues, notamment certains corps d'État. La peinture, par exemple, le carrelage, c'était des gens qui n'auraient pas forcément répondu. On leur a expliqué, il y a beaucoup de problèmes juridiques, beaucoup de problèmes d'assurance. Et tout ça a fait qu'en expliquant avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, on a pu justement faire en sorte que les entreprises répondent. Et tout au long donc, du chantier, une fois qu'il a été signé, donc, dans ces salles immersives, on a pu vraiment travailler en collaboration, ce qui n'aurait pas été permis. En parallèle, la fédération en a profité pour former ces 5000 adhérents. Il y a plus de 400 personnes qui sont venues en parallèle, qui ont regardé, qui ont assisté à tout ça et qui ont pu comme ça profiter de tout ce projet. C'était vraiment le rôle de la fédération que d'accompagner l'ensemble des entreprises du territoire. Alors justement, à vos côtés, il y a Émilie Touré. Vous êtes donc à la direction générale de l'aménagement Toulouse Métropole. Vous êtes BIM manager. Quand est-ce que vous avez entendu parler, quand vous en avez entendu parler plutôt de ce projet BIM Construction Occitanie, pourquoi vous avez décidé de vous positionner avec ce projet, cette ambition du groupe scolaire Germaine-Tillon? Bonjour à tous. L'objectif pour la maîtrise d'ouvrage était de pouvoir bénéficier d'un accompagnement donc, pour les entreprises de la rédaction des pièces du marché jusqu'à la réception du bâtiment. L'expérimentation avait aussi un enjeu principal qui était d'identifier les besoins de montée en compétences et de formation de l'ensemble des acteurs de la profession. Vous étiez déjà, vous, un petit peu alerté à la ville de Toulouse, c'est-à-dire que vous aviez déjà envie de vous tourner vers cette nouvelle pratique à travers le BIM. Il y avait déjà cette envie d'y aller. Alors oui, à la ville de Toulouse, la réflexion a débuté en 2014. Il y avait quelques indices qui laissaient à penser que les choses étaient en train de bouger. On entendait parler un petit peu de maquette numérique, de BIM. Donc la ville de Toulouse a décidé en 2015 de mettre en place un cahier des charges BIM avec l'aide d'un AMO et de mettre le cahier des charges en application dans le cadre d'une expérimentation et d'un projet pilote. Les objectifs qui étaient mis en avant pour la collectivité étaient dans un premier temps l'amélioration de la compréhension du projet par les membres du jury, notamment par les élus. Donc cela consistait à la visualisation de la maquette numérique et à son insertion dans le site. Ensuite, on a une meilleure appropriation du projet par les futurs utilisateurs et les directions gestionnaires. Le but est encore aujourd'hui qu'ils s'approprient le projet dès la phase de conception pour mieux utiliser le bâtiment ensuite. Ensuite, nous avions un objectif en réduction d'avenants de chantier. On en parlera un petit peu après, mais l'objectif était de mettre en place une synthèse approfondie pour détecter en amont les collisions que l'on peut avoir, en espérant une gestion plus sereine du chantier, une gestion du planning et également de l'enveloppe financière. Et pour terminer, nous espérons aussi une facilitation de la maintenance grâce à une meilleure anticipation des besoins. C'est un enjeu qui est considérable pour la ville de Toulouse qui possède aujourd'hui 2500 bâtiments publics.
Oui, pardon. On va revenir ensuite, donc justement, on va voir si ça a répondu, ce projet, à vos objectifs, ou en tout cas en partie, puisque c'est un début. On va demander à Pierre Bonnard, qui était l'architecte de ce projet et qui était donc le mandataire, pourquoi vous avez décidé de répondre en BIM, et est-ce que c'était finalement le premier marché public en construction BIM auquel vous répondiez? Sur la réponse, en fait, on n'a pas vraiment choisi de répondre en BIM, c'était pour nous une opportunité réelle, dans un contexte qu'a défini Émilie, avec une maîtrise d'ouvrage qui était prête à accompagner en fait des intervenants et une équipe de maîtrise d'œuvre, puisque moi je représente la maîtrise d'œuvre aujourd'hui, dans cette approche du chantier. Donc pour nous, c'était une réelle opportunité de travailler dans des conditions nouvelles et de s'approprier ce processus BIM. Alors je vais vous demander un petit peu à tous justement de répondre pourquoi vous avez, de nous expliquer pourquoi vous avez décidé donc de répondre en BIM sur ce projet. Aurélie Borde, pour l'entreprise GBMP, vous aussi, vous avez répondu, c'était la première participation à un projet en BIM? Non. Ça marche, vous inquiétez pas. Bonjour à tous. Non, ce n'était pas la première participation à un projet en BIM, puisque l'entreprise GBMP et le groupe GB, on s'est mis au BIM, on s'est mis à développer les compétences BIM depuis 2016, et on avait déjà fait auparavant plusieurs chantiers en BIM, dont on était d'ailleurs BIM manager, dont notamment l'hôpital Marchand, où on avait réalisé... C'était une conception-réalisation et on avait réalisé toute la synthèse et la totalité du chantier en BIM jusqu'à la maintenance. D'accord. Raphaël Gomme, pour l'entreprise Qualitech, donc génie climatique, c'était un dossier très important quand même, ce projet. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Nous, pareil que M. Pierre Bonnard, le BIM a été plus une opportunité, puisque de toute façon, il était imposé sur ce dossier. Mais on avait identifié en amont, via les réunions qu'avait fait la mairie de Toulouse à la FFB, que leur futur projet serait en BIM. Donc on s'était positionné sur ces dossiers-là. On était motivés. Après, au sein de Qualitech, nous, le BIM, on en fait depuis 2015. Puisqu'on a formé 2 techniciens à l'époque, dont un des techniciens qui a réalisé le projet pour le groupe scolaire. Après, c'est vrai que jusque-là, on se cantonnait au projet, aux sous-stations, aux locaux techniques. C'est le premier projet d'une telle envergure où on était en full BIM et on a vraiment modélisé un chantier entier. Que ce soit pour notre prestation, et l'intérêt c'était aussi que tous les autres prestataires ont réalisé une maquette, ce qui posait un peu problème sur les autres chantiers où nous on était prêts mais pas forcément les autres entreprises ou même le maître d'ouvrage. Alors, de Choissillon, vous étiez la BIM référente donc, pour l'entreprise Soprema. C'était important pour l'entreprise de répondre en BIM et de se tourner vers l'avenir. Oui, bonjour à tous. Oui, comme on vient de le voir, c'était pour nous en fait une opportunité. On savait que le BIM, ça allait venir, fallait y aller, et là, c'était vraiment l'opportunité d'y aller, et c'était l'un de nos premiers chantiers BIM. On en avait un deuxième en parallèle qu'on venait juste de démarrer. Et puis le fait que ça soit lors d'une expérimentation, c'est-à-dire qu'il y ait un processus d'accompagnement sur ce projet BIM, je suppose que c'était aussi l'occasion de se dire qu'on allait peut-être pouvoir plus vite monter en compétences. Tout à fait. En fait, c'était l'opportunité de comprendre ce qu'était réellement le BIM, parce qu'on en avait une idée, mais entre l'idée qu'on avait et la réalité, il y avait quand même un sacré fossé. Même son de cloche pour vous, Mehdi Gachot, vous êtes référent BIM donc pour l'entreprise Mathéos Électricité. C'est le premier projet BIM auquel vous participiez. C'est ça, donc pour nous ça a été également une opportunité de pouvoir se lancer en BIM. Également dans une perspective d'avenir, étant donné que de plus en plus de nos clients s'orientent progressivement vers le BIM. La direction aussi voulait suivre l'évolution de la conception d'une construction. Voilà.
Alors, pour certains, on l'a vu, c'était déjà on va dire dans la pratique. Pour d'autres, c'était une première expérimentation. Pour d'autres, on était entre les deux. Hein. On était en phase de progression. On avait déjà un peu traité, mais en partie en BIM. Ça a donc demandé certains efforts de mise en place pour certains, des efforts parfois matériels, d'équipement, des efforts de formation. On l'a vu avec la FFB, il y a eu de l'accompagnement. Je vais vous demander un petit peu tous de me dire quels ont été les efforts qui ont été nécessaires pour pouvoir mener à bien ce projet. Les efforts peut-être avant même de le commencer ou au moment où on le commençait. Émilie Touré, vous avez, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous êtes donné les moyens de pouvoir obtenir des réponses adaptées à ces attentes. Alors en effet, la ville a décidé de verser un acompte de 30% à toutes les entreprises qui étaient impliquées sur le projet pour permettre leur montée en compétences. Le souhait de la ville était de donner aux entreprises un acompte qui était suffisant pour pouvoir engager le processus sans mettre en péril le respect du planning. C'est à cette date d'ailleurs que cet acompte s'est généralisé à travers notre charte des marchés publics pour améliorer les conditions d'exécution des marchés et permettre aux PME d'accéder à la commande publique et donc au BIM. D'accord. Vous, du côté du cabinet d'architecte Pierre Bonnard, vous en étiez où de cette maturité BIM au moment de ce projet? Je suppose que ça a beaucoup évolué depuis, mais est-ce que vous avez dû mettre en place certaines choses au sein de votre équipe en termes d'équipement ou en termes de formation? Alors en effet, nous, en tant qu'architectes, comme beaucoup, on travaillait depuis longtemps sur des logiciels qui permettent de faire des maquettes numériques. La grande nouveauté était dans un premier temps d'informer cette maquette, ce qui change un peu la donne puisque le travail de production diffère, ce qui a entraîné bien entendu une montée en compétence de nos collaborateurs avec tout un cycle de formation que l'on a mis en œuvre avant même que ces projets ne sortent, de façon à être prêt le jour où ça arriverait. Le deuxième point, c'était de mettre en place un mode opératoire qui allait permettre d'accompagner le projet et d'animer les équipes autour de la maquette numérique informée, donc le processus BIM, et sa mise en place, puisqu'il nous revenait en tant que maître d'œuvre de piloter ce suivi. Voilà, et concrètement, du coup, dans le cabinet, vous avez créé un pôle spécial? Alors, concrètement, dans le cabinet, tout le monde est passé en maquette numérique, pour être simple. Aujourd'hui, on ne fait plus machine arrière, et on ne fera plus machine arrière. Donc, tous les collaborateurs ont été formés aux différents logiciels. Et aujourd'hui, mais j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, on a mis en place tout un écosystème de logiciels qui travaillent autour de la maquette numérique. D'accord. Pour vous, Aurélie Borde, ça vous a pas tant permis à vous de monter en compétence, vous l'avez dit, vous aviez déjà mis un pied dans la machine, mais vous avez pu aider un bureau d'études à monter en compétence. Oui, effectivement, cet accompagnement BIM qui avait été mis en place nous a permis, en fait on avait un partenaire qu'on fait travailler régulièrement en tant que bureau d'études qui souhaitait basculer en BIM mais qui n'avait pas encore eu cette opportunité-là. Donc ça lui a permis de basculer, de réaliser, de monter en compétence en BIM, de réaliser ce chantier en BIM. Aude Chouachillon, ça a changé vos méthodes de travail au sein de l'entreprise, vos outils aussi. Qu'est-ce que vous avez fait dès le début, en amont? Oui, donc tout à fait. On a dû déjà changer nos outils informatiques, s'adapter à de nouveaux logiciels, se former. Et du coup, on s'est bien rendu compte que ça changeait nos pratiques, nos méthodes de travail. Et du coup, tout ça, on l'a découvert au fur et à mesure. On a essayé de s'adapter au fur et à mesure. Est-ce que pour les étancheurs, il y avait un logiciel adapté, justement? Pas du tout. Bon, premier problème déjà. Comment vous avez fait alors? Vous avez dû adapter vous-même, vous approprier des logiciels? On a regardé ce qui se passait à côté, on a essayé de s'adapter, de voir ce qu'on pouvait faire avec ce qui existait. On a mis un peu de temps à se trouver, mais aujourd'hui, on est sur la bonne voie. On a fini par y arriver. Et vous avez réorganisé au sein de l'entreprise, du coup, des fonctions? On voit que les fonctions changent, qu'il faut les réadapter. Et tout ça, ça se met en place au fur et à mesure des opérations.
D'accord. Raphaël Gomme, vous aussi, vous avez décidé du coup dans l'entreprise Qualitech de mettre les bouchées doubles. Vous aviez déjà formé les équipes sur Revit. On va prendre l'exemple de ce logiciel qui est le plus utilisé pour... Oui, alors effectivement, nos techniciens utilisaient Revit. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'opportunité sur des gros chantiers de se lancer. Donc c'est pour ça que sur ce chantier-là, on a travaillé en partenariat avec le bureau d'études Batifluide, avec qui on avait monté l'étude en amont, pour produire les plans, puisque quand même sur ce genre de projet, il y a des centaines d'heures de production à passer sur les plans. Donc on a travaillé en partenariat, et c'est vrai que les plus gros efforts qu'on a eu à faire quand même, c'est surtout changer nos habitudes de travail, puisque faire un chantier en BIM, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est vrai que le bâtiment est des fois un peu conservateur, malheureusement. Et c'est vrai que quand on nous demande, parce que ce projet reste quand même un chantier, qu'il fallait sortir dans les délais. Et c'est vrai qu'on dit à nos collaborateurs quand même qu'il faut aller vite, etc., mais qu'on leur fait changer les habitudes, c'est toujours un peu plus compliqué. Et ça prend plus. Ils ont quand même joué le jeu. Et ça, on les en remercie, et on a réussi à faire un projet, je pense, quand même de qualité, qui ressemble à ce qui était prévu à l'origine. Je pense que si on prend la maquette des CE, on a rendu assez fidèle et qui a été livré dans les temps. Donc je pense du coup, ça a été des formations, ça a été de l'investissement en coût financier, du matériel? Alors le matériel, on l'avait déjà. Oui. Donc de ce point de vue-là, non. Après, c'est surtout du temps. On a profité de la formation mise en place par la FFB pour quand même se mettre un peu à niveau et nous appuyer. Donc ça, on les remercie aussi. Et puis on avait notre partenaire aussi qui, lui, je ne saurais pas vous dire s'il investit, mais bon, ils étaient quand même compétents, mais qui nous a aidés. Et à deux, on a réussi à sortir quelque chose de sympa et faire une synthèse, je pense, qui a convenu à tout le monde. Mehdi Gachot, vous aussi, vous avez eu besoin de cette formation. Alors, pas tant pour vous, je crois que vous étiez déjà formé, mais vous étiez deux à suivre ce chantier. Et avant cette expérience, votre collaborateur sur ce chantier, lui, n'avait pas forcément la formation BIM. C'est ça, lui, il a suivi une formation sur le logiciel Revit, en l'occurrence, une formation de 9 jours à temps plein. Moi, j'étais déjà formé au logiciel, mais à ce moment-là, j'avais que des prérequis en BIM. En termes d'efforts, donc l'entreprise a dû former son personnel. Donc, me concernant, donc j'ai suivi la formation du master spécialisé BIM en alternance pendant un an, au même titre qu'Émilie et Code ici présents. Et donc voilà, donc du coup... Vous avez dû aussi investir en termes de matériel? C'est ça, oui. L'entreprise a également dû investir en termes de matériel, étant donné que la manipulation de maquettes numériques peut nécessiter l'utilisation de logiciels parfois gourmands en ressources. Et il a fallu adapter également le processus initial de l'entreprise en 2D et l'adapter en méthode de travail collaborative en BIM, alliant 3D et information. D'accord. Alors Frédéric Haré, est-ce qu'il a fallu, sur un projet comme ça, donc on l'a entendu, ces formations, cet accompagnement à la formation a été important pour la majorité de ceux qui sont autour de cette table et qui ont participé à ce projet. Il a fallu beaucoup de ténacité. Vraiment, il faut féliciter les entreprises qui sont allées jusqu'au bout. Parce que beaucoup de projets sont lancés en BIM et il faut le dire ici, peu arrivent jusqu'au bout. Donc là, c'est vrai que ça a été un effort commun des entreprises, du maître d'œuvre, mais aussi du maître d'ouvrage. Et tout ça, ça a été permis vraiment par le fait que ce soit dans nos fédérations. La fédération a joué un petit peu le rôle de pilote technique, a permis à toutes les entreprises et à tout le monde de pouvoir travailler en toute collaboration et de ne pas lâcher. Un chantier, c'est long. C'est vrai, les délais sont de plus en plus courts, même si là, il y a une période de préparation plus importante parce qu'il y avait le BIM et ça a servi par la suite. Mais c'est vrai que quand on se resitue quelques années en arrière, le BIM, on ne connaissait pas trop, les entreprises n'étaient pas formées et tout était de grandes difficultés.
Ça a été quel type d'investissement pour la FFB Occitanie? C'est des investissements financiers, humains, stratégiques? Est-ce qu'on peut... Alors, c'est vrai que ce qu'il y a, parce qu'on se remet dans une période aussi où on était en pleine crise. Comment répondre à des marchés où on y additionne des coûts supplémentaires, alors qu'il faut quand même avoir toujours un équilibre économique qui permette de satisfaire le maître d'ouvrage. Ce qui a permis de faire tout ça, c'est la collaboration, je le redis. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans le déroulé de ce chantier? Et ça, je m'adresse un peu à vous tous. Le fait de partir en BIM sur ce projet, ça a modifié la façon de travailler. Vous l'avez tous un petit peu évoqué. Je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que c'est important. Émilie Touré, par exemple, pour vous, ça a permis peut-être plus de pédagogie par rapport à vos futurs usagers? Exactement. On a essayé de fédérer l'ensemble des équipes de la maîtrise d'ouvrage. Donc, je pense notamment aux services d'accessibilité, d'urbanisme, les futurs usagers également. On a essayé de vraiment mettre en place un esprit collaboratif autour de la maquette numérique. Cet esprit s'est d'ailleurs retrouvé ensuite avec les entreprises en phase d'exécution de chantier. Ça aussi, ça vous a demandé aussi, peut-être, ou ça vous a permis, par rapport à cette réalité virtuelle, plus de facilité de contrôle de l'évolution du projet, des maquettes? Alors, la réalité virtuelle permet en effet de contrôler au fur et à mesure du chantier que le bâtiment correspond à la maquette qui est remise par les entreprises. Et ça, c'est un vrai changement dans la façon de travailler ou voir avancer les projets pour vous? Oui, puisqu'il permet le contrôle de la maquette vraiment au fur et à mesure. C'est un travail qui est à faire en moins au niveau du DOE quand il faut reprendre l'entier travail qui a été fait au niveau des maquettes numériques. Je voudrais revenir sur quelque chose, Frédéric Harré. L'accompagnement, l'accompagnement des entreprises, ça consistait très concrètement à quoi? Alors, il y a un accompagnement financier, bien sûr, qui a permis de prendre un BIM manager, quelqu'un qui suivait et qui accompagnait en plus pour faciliter. Donc ça a été 250 000 € quand même investis par BIMco, par les 3 acteurs qui sont la région, je le répète, qui sont Constructis, la FFB, mais aussi le PTNB. Mais il y a eu aussi beaucoup de moyens humains dégagés par la fédération, de l'accompagnement, tout ce qu'on ne voit pas et qui fait que les entreprises tiennent jusqu'au bout. Voilà, beaucoup de rencontres, je le redis encore, beaucoup de rencontres, beaucoup d'accompagnement, parce que c'est vrai que c'est difficile de tenir un chantier en BIM jusqu'au bout, et ça a été une véritable réussite collective. Donc ça a été 18 mois, pendant 18 mois, donc des réunions classiques de chantier, des ateliers pratiques sur le BIM avec des consultants, donc un investissement vraiment important et un accompagnement, on va dire un peu sur mesure par rapport à là où chacun en était. Oui, alors sur mesure, sur chaque appel à projet, sur chaque projet. Oui. Donc là, on parle de Germain-Tillon. Donc là, pour chaque entreprise, c'était un accompagnement personnalisé. Mais en parallèle, la fédération, justement, s'est appuyée sur ça pour former et informer et vulgariser tout ce qui est le BIM vis-à-vis de tous les autres adhérents. Parce que le but, quand même, d'une telle opération, c'est de réussir ce projet-là, mais de faire voir que c'est possible. Et puis, il y a aussi expliquer tout ça aux autres adhérents. Alors, on continue notre discussion sur ce que ça a changé très concrètement. Pierre Bonnard, on va essayer de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça change, le BIM? Peut-être au niveau déjà de la synthèse ou de la préparation des études. On va essayer d'être assez concret. Alors, au niveau des études, préalablement au chantier, les études sont réalisées par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc là, c'était une nouvelle façon de travailler avec les différents bureaux d'études, tant que ce soit sur l'aspect thermique, sur l'aspect économie de la construction, sur l'aspect des lots techniques aussi, la gestion. Donc on a fait ce qu'on appelle de la pré-synthèse au niveau des études. Au niveau des études, comme le soulignait Émilie tout à l'heure, la maquette est devenue aussi un outil de communication qui nous ont permis de communiquer avec les décideurs, avec les utilisateurs. On a organisé des visites immersives virtuelles pour les futurs occupants, en l'occurrence les enfants qui allaient occuper l'école, mais aussi expliquer aux enseignants l'approche que l'on avait de la gestion des espaces.
Donc tous ces éléments en amont ont permis de valider les options que l'on avait posées au travers du projet. Sur la phase plus opérationnelle, donc on en a parlé, la synthèse BIM pour nous était une étape importante puisqu'il s'agissait... C'est plus de documents à fournir, ça change vraiment. C'est pas plus de documents, on dématérialise complètement l'ensemble des procédés et en fait chacun fournit des maquettes puisqu'on était en BIM niveau 2. Donc chaque entreprise fournissait une maquette et on faisait ce qu'on appelle de la synthèse BIM qui nous permet en fait de vérifier la cohérence du travail de chacun au regard des éléments qui auront été fixés, préalablement par les équipes de maîtrise d'œuvre. Donc ça nous a permis de construire avant de construire, ça nous a permis de vérifier la cohérence et de pouvoir arbitrer, puisque le BIM, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas une phase exé avancée. Il laisse aux entreprises, et elles sont là pour en témoigner, chacune de pouvoir exprimer sa façon de travailler et sa vision de l'optimisation du projet. Ce qui veut dire que ces optimisations proposées par les entreprises ont été vérifiées au niveau de la synthèse de façon à pouvoir valider le fait que la proposition faite était cohérente au regard des enjeux. Le dernier point, c'est le cadençage de cette opération. Vous l'avez juste évoqué tout à l'heure. La mairie de Toulouse, sur un projet de cette ampleur, donne 22 mois de production. C'est-à-dire que le chantier doit pouvoir être sorti en 22 mois, compris période de préparation. Généralement, un chantier comme ça s'opère un mois de préparation, 21 mois, excusez-moi, je m'y perds, 21 mois de production chantier. Ce que l'on a proposé dès le départ en accord avec la maîtrise d'ouvrage, c'est d'augmenter la période de préparation au regard de cette synthèse qui a été portée à 4 mois et réduire la durée de chantier, une réduction maîtrisée en fait. Donc on n'était pas dans un chantier court pour faire du chantier court, mais dans un chantier court pour optimiser le temps de présence des entreprises sur site. Et parce que optimisé justement par cette synthèse BIM qui était plus longue et qui permettait en amont, on y reviendra sur les avantages du BIM, de régler pas mal de problèmes. Donc un cadençage, ça a changé le cadençage. De régler les problèmes, je ne veux pas opposer de système, mais c'est régler des problèmes dans un contexte apaisé en fait. C'est que quand on a 4 mois pour prendre des décisions, on prend de bonnes décisions, on prend des décisions qui économiquement sont viables, qui permettent de garder les objectifs de moins d'avenants chantier proposés et attendus par le maître d'ouvrage. Donc voilà, c'est travailler différemment et on travaille moins dans l'urgence, on est plus dans le confort. Et ça change les relations aussi, y compris sur la phase exé? Bien entendu, puisque sur la phase d'exécution, on est dans une relation, et ça faisait partie des attendus de la maîtrise d'ouvrage aussi, dans une relation beaucoup plus apaisée, puisque l'ensemble des problématiques, alors on ne va pas dire 100%, on n'est pas infaillible, mais la plupart des problèmes liés au chantier avaient été réglés en avant, ce qui fait qu'on avait une mission de maîtrise d'œuvre nous concernant qui a été plutôt assez simple à gérer, du fait que l'ensemble des problèmes a été préalablement traités. Aurélie Borde, vous abondez dans ce sens-là. Ça a changé des choses, ce temps de préparation plus long? Oui, bien sûr, parce que quand on prend du temps à préparer le chantier, à faire la synthèse, il y a beaucoup moins d'aléas derrière sur le chantier. Ensuite aussi, le fait de réaliser tout en BIM, d'avoir ces maquettes sous la main, ça nous permet quand même de faire des coupes instantanées et de visualiser tous les points difficiles du chantier, de pouvoir anticiper les modes opératoires, anticiper la réalisation des points compliqués et même regarder un peu la sécurité pour la réalisation, puisque en fait, en faisant ce montage à blanc de l'opération, en faisant la modélisation, en fait, c'est comme si on faisait un montage à blanc du bâtiment, mais ça nous permet vraiment de voir tous les problèmes qu'on va rencontrer sur chantier. Raphaël Gomme, ce gros changement dû à la visualisation en 3D du bâtiment et des réseaux, je rappelle le génie climatique, Qualitech, ça permet une meilleure compréhension du projet dans son ensemble et donc ça change vraiment la façon de procéder. Oui, comme vous le dites, effectivement, le fait d'avoir une maquette 3D, ça permet vraiment d'appréhender le projet dans sa globalité, ses volumes, sa structure. Et ça nous permet d'ailleurs, dès le DCE, puisqu'on avait cette maquette fournie au DCE, vraiment comprendre là où on veut aller. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Et ça permet de tirer tous dans le même sens.
et faire une synthèse apaisée, comme a dit Pierre Bonnard, d'autant qu'il faut souligner, et c'est malheureusement pas le cas sur tous les projets, qu'une pré-synthèse a été faite. Donc c'est vrai qu'on avait déjà un DCE quand même qui était plutôt viable. Et pour ensuite faire la synthèse, ça nous a aidé, en plus du temps de préparation qui a été un peu plus long que d'habitude. Est-ce que, oui, du coup, cette certaine latence, vous l'avez ressenti quand même? Ça a changé la façon de oui, un travailler. petit peu, bien sûr. Bon, c'est vrai que les temps aussi de préparation sont de plus en plus courts. Monsieur Bonnard parlait d'un mois de préparation. Bon, on sait tous dans le métier que c'est un peu une utopie, tomber toutes des études en un mois, surtout dans notre métier. Après, là, pour le coup, c'était très différent. Oui, c'était un plus. Et puis, à noter aussi, avec le BIM, c'est vrai que nous, l'architecte nous montre ce qu'il veut réaliser. C'est vrai aussi que de réaliser en 3D, ça permet aussi pour les corps d'État de montrer vraiment la réalité des installations qu'ils ont à mettre en œuvre. Et c'est vrai que ça facilite la compréhension sur des passages de réseau, des hauteurs de plafond, c'est toujours les sujets un peu litigieux avec les architectes. Et là, on le voit sur la maquette, et on n'est pas devant le fait accompli où tout est un peu passé sous silence sur des plans 2D. Et puis, une fois qu'on pose les premiers réseaux, on se rend compte qu'il faut baisser le plafond. Là, on le voit un peu plus en amont. Chacun donne ses solutions, et je pense que ça permet d'arriver à des meilleures solutions pour tout le monde, pour l'architecte, pour les entreprises, pour le client final ici à Mairie de Toulouse, qui a peut-être une meilleure accessibilité sur ses réseaux, etc. Mais Digachot, vous dites vous aussi que le fait de pouvoir lier les maquettes des uns et des autres, ça a beaucoup renforcé cette vision globale du projet. C'est ça, ouais. C'est vrai que déjà, ça nous a permis de réduire la majorité des problèmes qui ont été vachement anticipés, comme ça a été justement dit avant moi. Même si les contraintes purement chantier subsistent, mais subsisteront, hein, c'est normal. Après, effectivement, le fait de pouvoir voir le projet avant qu'il y ait le moindre mur de construit, ça a apporté une vision plus globale d'entrée de jeu. Vous avez apprécié cette période, ce changement avec cette période de Chouachillon, de prolongement du temps d'études et diminution du temps de chantier. Pour vous, ça a été plutôt un changement bénéfique? Oui, tout à fait. Enfin, je ne vais pas forcément répéter ce qui vient de se dire. Oui. Mais nous, on l'a vu aussi au niveau du lot façade, où le façage, au niveau des interactions avec les autres lots, est très important. Ça nous a permis d'avoir une meilleure réflexion là-dessus et de mieux organiser les choses. Et une collaboration, du coup, qui manque parfois, et cette fois-ci a été plus présente. Tout à fait, oui. Alors, je vous propose qu'on évoque, parce que c'est le cas sur tous les chantiers, qu'on fait un retour d'expérience de cette expérimentation sur ce projet Germaine-Tillon, cette réalisation maintenant, Germaine-Tillon. Il faut qu'on s'arrête quand même sur les difficultés. On est dans l'expérimentation, on se replace donc il y a quelques années. On est sur un projet intégralement réalisé en BIM. Forcément, il y a des difficultés qui apparaissent du fait de ce BIM, de ce projet expérimental. Alors, Émilie Touré, déjà, qu'est-ce que ça a changé de votre côté, Toulouse Métropole, dans le fait de faire ce projet intégralement en BIM? Quelles ont été les difficultés qui sont apparues, pas insurmontables, vous allez nous le dire, mais qui sont quand même apparues? Alors, ça a été répété à plusieurs reprises. Du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, je pense qu'il est important de le dire aussi. C'est une opération qui s'est passée globalement sereinement. Ce n'est pas le cas sur tous les chantiers, donc c'est important de le préciser. Au niveau des difficultés, je pense que pour tirer une première expérience de ce projet en BIM, cela nous a permis de nous rendre compte de la difficulté des acteurs à s'approprier certains outils. Je pense qu'un des enjeux pour la maîtrise d'ouvrage que nous sommes, c'est vraiment de faire attention à l'avenir, à ne pas perdre d'entreprise. Est-ce que c'est aussi, pour vous, est-ce que vous êtes aussi rendu compte de l'importance dans la rédaction du cahier des charges, du coup, d'opérer un peu différemment? Alors sur le cahier des charges, en effet, on essaie de travailler au fur et à mesure, de le faire évoluer. Il est important, je pense, d'avoir un cahier des charges précis pour que les entreprises, le maître d'œuvre également, quand il répond,
puisse donner une réponse précise au maître d'ouvrage. Du coup, pour vous aussi, ça a été un déclencheur de vous apercevoir qu'il fallait aussi, au sein des services, monter en compétences aussi au sein de la maîtrise d'ouvrage? Exactement. Nous devons aussi, de notre côté, poursuivre notre professionnalisation en montant en compétences sur le volet maintenance. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des outils qui vont nous servir à utiliser la maquette numérique et à tirer donc tous les profits de la maquette numérique avec nos services de maintenance dans l'avenir. Et nous devons aussi, de notre côté, poursuivre dans cette direction-là. Alors, quand on a évoqué les difficultés en préparant cette table ronde les uns les autres, une partie d'entre vous ont pointé la difficulté la plus peut-être importante qui était le changement des habitudes. Et ça, c'est dans tous les métiers. C'est donc aussi sur un chantier. Alors, je vais peut-être sur ce changement des habitudes donner la parole à Aude Chouachillon et à Pierre Bonnard pour nous expliquer un petit peu comment ces difficultés ont été surmontées, en tout cas comment elles se sont présentées déjà dans un premier temps. Aude Chouachillon, allez-y. Tout d'abord, on découvre des choses nouvelles. Donc, on se rend compte tout de suite qu'il va falloir changer les habitudes. Mais en étant lors des réunions, tout ça, nous, on le découvre ensemble. Mais une fois qu'on rentre, il faut aussi le mettre en œuvre au niveau des autres personnes qui travaillent avec nous sur le projet. Et ça, c'est pas forcément le plus évident de se faire comprendre là-dessus. Donc ça a été une des difficultés pour vous principales. Ça a été ce changement des habitudes à transmettre, à intégrer d'abord vous et puis ensuite à transmettre au sein de l'entreprise. Tout à fait. En plus, le fait de changer nos outils de travail et nos méthodes de travail, tout ça accumulé, ça peut être des fois assez compliqué à gérer. Pierre Bonnard, résistance au changement, d'où l'importance de l'accompagnement, on suppose. Et comment on réagit à ça ? Tout à fait. Résistance au changement, c'est un des points que l'on a rencontré, sur lequel il a fallu rassurer. Par résistance au changement, on entend, en fait, quand on est confronté à quelque chose de nouveau, et dès qu'on commence à être en difficulté, on a tendance à se replier sur ce que l'on sait faire et à ne plus avancer. Donc c'est notre rôle, je pense, en tant que maîtrise d'œuvre et BIM manager, je l'étends à l'ensemble de l'équipe, a été d'essayer de rassurer au maximum les entreprises, sachant qu'on avait traversé ça quelques mois précédemment en phase de conception. Et ça, et je le souligne, l'importance de l'accompagnement qui a été mis en place dans le cadre de ce projet, donc avec l'aide de la Fédération du bâtiment et Constructis, a permis aussi de lever ces doutes qui font qu'à un moment donné, on commence à se refermer sur soi. L'autre point, et qui a... Juste sur celui-là, oui. Vous avez senti à certains moments que certaines entreprises étaient tentées de laisser tomber, en tout cas sur clairement. La partie BIM. Clairement, on a même fait venir des entreprises à l'agence, on a repris des éléments avec eux pour essayer de relancer la machine. Donc il y a eu des moments où on était au bord de la rupture. Au bord de la rupture pour une entreprise, mais comme on est sur un travail collaboratif et qui est un travail collectif, une entreprise lâche et derrière ça impacte toute la chaîne en fait. Et donc les conséquences auraient été, à mon sens, gravissimes pour la bonne fin, non pas du projet, parce qu'on aurait pu construire sans le BIM, encore une fois, c'était pas un projet d'une grande complexité, mais pour sauvegarder en fait l'expérimentation, il a fallu à certains moments repousser chacun et dire on continue à avancer. Et c'est un des points qui peut-être, comme l'évoquait tout à l'heure Frédéric Carré, fait que certains projets n'arrivent pas au bout. C'est juste qu'à un moment donné, quand on est dans ces difficultés-là, si on n'est pas là pour s'entraîner et s'entraider et essayer d'avancer, le projet de BIM, on va dire, tombe à l'eau. D'autres difficultés ? D'autres difficultés, après c'est des difficultés qui sont liées au chantier, donc qu'il y ait du BIM ou pas, c'est pas quelque chose, on a dit tout à l'heure, les difficultés liées au chantier, liées à l'exécution,
ont été maintenus et le BIM n'a pas tout résolu, malheureusement, ou heureusement, parce qu'il y a une vie de chantier aussi. Alors, d'autres ont évoqué, quand nous avons parlé ensemble de ces difficultés, donc premier point, on l'a dit, c'était la résistance au changement. Autres difficultés qui peuvent apparaître lors d'un chantier BIM, et en tout cas dans cette expérimentation, ça a été les difficultés techniques, difficultés de logiciels et autres. Alors, Aurélie Borde, on va évoquer avec vous, mais aussi avec Raphaël Gomme et Mehdi Gachot, ce qui a pu donc poser problème sur ce chantier. En fait, un chantier en BIM, il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire du BIM et c'est vrai que quand on réalise un chantier en BIM, donc c'est de la modélisation d'informations, et quand les logiciels sont différents, en fait, quand on bascule la maquette en IFC, il y a de la perte d'informations. Donc ça peut être aussi, je pense, un problème. Et après, bon, le deuxième problème qu'on peut rencontrer sur un chantier BIM, c'est effectivement le problème des différences de niveau et donc tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Et justement sur Germaine Tillon, cet accompagnement BIM a permis vraiment de faire avancer toutes les entreprises à la même vitesse. Raphaël Gomme, comme c'est un logiciel pointu au niveau de l'encadrement, c'est plus compliqué. Oui, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes, d'autant plus à l'époque, de personnes quand même qui savaient le maîtriser et bien le maîtriser. Et je dirais aussi, vis-à-vis de l'encadrement, c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est quand même un logiciel assez pointu, technique. C'est plus de l'AutoCAD où on peut arriver à l'ouvrir, se débrouiller. Là, c'est vraiment les techniciens qui savent l'utiliser. Et c'est vrai qu'au niveau de l'encadrement, c'est un peu plus compliqué de rentrer dans la maquette. Et on est beaucoup plus dépendant des techniciens d'études qui, eux, font les études. C'est-à-dire qu'en fait, si je rappelle, vous avez pris un prestataire extérieur qui a donc travaillé sur cette maquette, qui a dû l'expliquer ensuite aux techniciens dans l'entreprise d'études, et ensuite il faut faire passer le message à l'autre échelon. Oui, c'est ça ? C'est aussi l'inverse, puisque nous, on définit des choses au bureau d'études. Dans un sens et dans l'autre. Donc, suite aux réunions, suite aux synthèses, le technicien du bureau d'études, lui, fait les parties pour lesquels il est missionné et après transmet les autres infos pour vraiment produire la masse des plans au bureau d'études à Bâti Fluide à qui on avait sous-traité les plans. Mais c'est vrai que pour le fait de ne pas avoir forcément facilement accès à Revit, puisque nous on utilise Revit, c'est plus compliqué pour l'encadrement, le chargé d'affaires, le conducteur de travaux, pour suivre le dossier. C'est un peu ça la difficulté qu'on a eue. D'autres difficultés, par exemple, vous avez évoqué le fait de la multiplication des maquettes. On ne sait plus trop. Oui, c'est vrai que, comme tout le monde travaillait à une maquette, c'est vrai qu'on des fois, même s'il y avait une armoire à plan, tout le monde avance à sa vitesse en fait. Donc il faut quand même faire un travail intellectuel et de suivi pour bien savoir où tout le monde en est. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on fournit des plans, mais pas que des plans de synthèse ou des plans d'exécution. On fournit les plans de nos besoins, tous les autres corps détails, les réservations, les attentes électriques, les attentes pour l'étancheur, etc. Et comme tout le monde travaillait aussi pas forcément à la même vitesse, n'était pas forcément au même niveau à l'instant T, ça, on va dire, produit quelques ralentissements, mais bon, dans l'ensemble, on s'en est sorti. Mais... Alors, Mehdi Gachot, de votre côté, les difficultés, pareil, surtout liées aux manipulations techniques ? Aux premières manipulations, en fait, aux nouvelles manipulations, notamment, je pense au géoréférencement ou bien la création de liens URL qui permettent notamment d'ouvrir une fiche technique lorsqu'on est sur une visionneuse IFC. Mais bon, après, avec l'appui du BIM Manager et avec notre expérience acquise progressivement, c'est des manipulations qui deviennent courantes. Il a fallu aussi, en termes de difficultés, s'adapter au changement de timing. C'est ça, donc du coup, c'est le BIM qui veut ça également. C'est aussi le décalage du pic d'effort, plus en amont qu'à l'accoutumée. Ici, ça s'est traduit par un travail plus important en synthèse, mais permettant derrière de fluidifier la suite.
Alors, on vient de voir quelles étaient les difficultés, mais on va quand même s'arrêter maintenant sur les bénéfices que chacun vous avez pu tirer de cette expérimentation par rapport à ce que vous en attendiez, mais aussi les bénéfices peut-être inattendus. Alors certains d'entre vous ont pointé en priorité, et on va peut-être aussi avoir l'avis de Frédéric Harry, qui s'est aperçu au fur et à mesure peut-être des changements aussi, ça a été l'accompagnement qui a permis cette montée en compétences. Et ça, plusieurs d'entre vous ont dit le grand bénéfice de ce chantier en BIM, ça a été vraiment que ça nous a permis de monter en compétences. Alors peut-être Aude Choissillon, Pierre Bonnard aussi, sur ces bénéfices que vous en avez tirés, et puis on fera intervenir Frédéric Harry. La montée en compétence de nos équipes, qui s'est traduite, comme je le disais tout à l'heure, par de la formation, fait qu'il y a une revalorisation en fait, financière, mais surtout intellectuelle de leur travail, ce qui est plutôt très positif pour nous en termes de vie d'agence. L'autre point, c'est la relation avec les entreprises, mais avec l'ensemble des acteurs qui sont intervenus, la fédération, la maîtrise d'ouvrage. Quand on est face à l'adversité, je vais dire, on se serre les coudes, et donc il est né au travers de ça une relation particulière qui fait qu'on a plaisir à se retrouver aujourd'hui et à continuer à échanger sur les différents sujets. Et pour moi, c'était important de le souligner. Et ensuite, le rayonnement au niveau local et régional, puisque c'était un des premiers projets, même le premier projet en BIM, full BIM sur la région Midi-Pyrénées, et plus récemment une reconnaissance à l'échelle nationale, puisque ce projet a été primé au BIM d'Or 2020, donc il est lauréat, ce qui pour nous est une vraie reconnaissance de cette démarche, qui, vue d'aujourd'hui, de 2020, n'est pas forcément très innovante, puisqu'encore une fois, il faut replacer dans son contexte. On parle d'un projet qui a débuté en 2016, mais qui a permis de porter jusqu'au niveau national le fait qu'une telle démarche peut être envisagée encore d'États séparés sur un projet de taille moyenne, on va dire, ce qui est plutôt agréable de se dire qu'on est un peu pionnier sur ce sujet-là. Aude Choissillon, la montée en compétences, vous aussi, oui, à travers et la découverte du BIM, bien sûr. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous on partait vraiment de zéro. Et heureusement qu'il y a eu les ateliers au sein de la FFB pour nous aider à monter tous ensemble en compétences. Et le fait de réaliser ces ateliers tous ensemble avec l'ensemble des entreprises, en fait, ça nous a permis de mieux comprendre les attentes des autres et les manières de travailler des autres métiers. Et du coup, d'y répondre plus facilement, d'apporter des meilleurs éléments et de trouver des méthodes ensemble. Et pas chacun impose sa méthode à l'autre corps d'État, en fait. Et ça, c'est très important. Du coup, pour l'avenir, ça a été plus d'efficience? Oui, tout à fait. Enfin, on arrive à mieux anticiper certaines choses ou à mieux comprendre certaines demandes et à mieux y répondre. Vous aussi, Mehdi Gachot, vous insistez sur cette vision globale et la possibilité de prendre en compte l'ensemble des lots. La possibilité donc de lier tout simplement les maquettes des autres lots, ça permet d'avoir une vision globale, même d'appréhender éventuellement leurs futures demandes, et également d'apprendre. Je prendrais par exemple pour le CVC, pour nous c'est plus évident de comprendre finalement la maquette plutôt que des plans 2D. Voilà, tout simplement. Donc l'ajout de ces maquettes au fur et à mesure vous a permis vraiment d'effectuer plus de recherches, d'automatiser vos vérifications, etc. Ça a été un vrai gain technique? C'est ça. Le fait de pouvoir lier les maquettes des autres lots nous a permis de lancer des détections de clash qui nous ont notamment permis d'entamer une vérification de demande de réservation ou de recherche de réseaux qui se croisent par exemple. Aujourd'hui, pour les autres projets, ça a été aussi une visibilité supplémentaire? Quand vous répondez aux autres projets, ça vous permet de montrer que vous êtes efficace sur un projet BIM? C'est ça, c'est que simplement l'expérience acquise nous permet justement de montrer continuellement que oui, on peut être efficace en projet BIM. Ouais. Raphaël Gomme, le fait que vous voyez tous ces cheminements, on a parlé techniquement des réseaux, les faux plafonds, etc., ça permet une meilleure appréhension. Est-ce que ça change quoi, cette meilleure appréhension en termes de bénéfices? Disons que ça permet de faire une synthèse en fait, qui correspond vraiment à la réalité du terrain. Je pense que sur aucun autre projet, on a réalisé vraiment au plus près ce qu'on a vraiment dessiné. Je pense que si on regarde les réseaux et on regarde la maquette, on
doit être quasiment copie conforme. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et je pense que pour l'architecte et pour le maître d'ouvrage, ils apprécient aussi parce qu'ils n'ont pas de mauvaise surprise. Ils ont vraiment ce qui est dessiné. Aurélie Borde, répondre en 3D, c'est plus vendeur? Ah oui, bien sûr. Déjà, c'est beaucoup plus visuel. Commercialement, c'est quand même plus intéressant. Et ensuite, il y a aussi le fait de tout réaliser en 3D, c'est aussi bien pour les équipes chantier. Ils ont pu apprécier ce chantier parce que quand on leur présente les méthodes qui sont faites sur la maquette BIM, en fait, ils visualisent ce qu'ils vont construire et il y a une meilleure compréhension et ils y trouvent aussi un réel intérêt. Et ils sont très demandeurs sur ça, d'ailleurs. Alors, Frédéric Carré, on le voit, l'objectif pour la FFB, vous nous l'avez dit au départ, c'était de participer à cette montée en compétences à travers l'accompagnement, les ateliers, les salles immersives. Quand on entend tous ces retours d'expérience sur ce chantier, on se dit que ça, c'est un bénéfice important parce qu'on a réussi le pari. Voilà, tout à fait, on se dit qu'on a réussi le pari et puis finalement, l'argent investi là-dedans par le PTNB pour faire monter en compétence l'ensemble des acteurs a réussi. Et BIMCO a réussi à répondre à cet appel à projet. Parce que l'ouvrage va bénéficier de cette maquette, parce que c'est ça quand même, c'est le but au départ, de satisfaire les demandes du maître d'ouvrage que d'avoir une maquette numérique qui lui permet après d'entretenir au mieux ces bâtiments. Mais aussi on s'aperçoit que les entreprises... Peut-être changer... voilà, petit souci. Mais aussi on s'aperçoit que les entreprises... ont aussi beaucoup gagné de temps, gagné de temps en études, gagné de temps en réalisation, et on lutte on réfléchit à comment industrialiser au mieux nos métiers, comment accélérer, les délais sont de plus en plus courts, on s'aperçoit que tout ça, on est tous gagnants dans le BIM, et c'est une belle expérience, et à l'époque, on a montré que c'était possible. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on va tous y aller, c'est la norme de demain. Le rôle est justement d'accompagner cette montée en compétences dans une temporalité réduite et le fait que les entreprises ne lâchent pas, les aider à investir, co-investir. Donc je pense que c'est quelque chose qui est gagné. Est-ce que le fait, la cerise sur le gâteau, c'est ce BIM d'or sur ce projet, je suppose? Alors c'est vrai que pour un territoire, pour la ville de Toulouse, pour l'ensemble des acteurs, c'est une véritable réussite qui rayonne nationalement. Émilie Thoré, il vient de le dire, ce BIM d'or, c'est un plus sur ce chantier. Je pense que vous en êtes, vous aussi, vous portez cette fierté. C'est aussi, vous m'avez dit, le bénéfice, vraiment, c'est un chantier qui, humainement, a été riche et s'est bien déroulé. Exactement, donc grâce à l'engouement de tous les acteurs du projet, cette opération s'est déroulée sereinement, dans un respect des plannings et de l'enveloppe budgétaire. C'est quelque chose qui est à souligner aussi. Pour vous, quels sont les autres bénéfices que vous tirez de ce projet qui vous donnent envie justement de persévérer, même si on le verra, c'est pas aussi facile? Donc nous avons eu également d'excellents retours de l'accompagnement qui a été réalisé par la Fédération française du bâtiment concernant les objectifs qui ont été cités précédemment. Pierre Bonnard les a rappelés aussi. L'ensemble des objectifs ont été respectés et même au-delà. Si on reprend l'insertion de la maquette dans le site, la visualisation par la réalité augmentée, par l'immersion grâce à la maquette numérique et l'appropriation du projet par les futurs utilisateurs et les différentes directions gestionnaires chez nous. Ensuite, nous allons tirer également des bénéfices sur la partie maintenance dans l'avenir et nous sommes en train d'y travailler dans le paramétrage des logiciels qu'on aura demain. Alors justement, penchons-nous sur l'avenir, peut-être tous ensemble. Je voudrais qu'on puisse évoquer un petit peu comment ça s'est passé finalement par la suite. Ce projet était une expérimentation, on l'a vu, qui a bénéficié d'un fort encadrement, d'un accompagnement important. Depuis, tous, vous avez œuvré à d'autres projets. Je reste avec vous, Émilie Thoré, parce que on va être honnête, ça n'a pas été facile aussi facile, en tout cas sur d'autres projets lancés.
Non, ça n'a pas été toujours aussi simple. Il est important, je pense, d'avoir une équipe qui est motivée, une équipe de maîtrise d'œuvre, une équipe, je pense aux entreprises, bien sûr, au bureau d'études. C'est vraiment un projet qui est collaboratif. On travaille avec des personnes qui sont bien sûr très motivées, mais c'est vrai que l'appropriation des outils et le travail en BIM n'est pas toujours aussi simplifié sur l'ensemble de nos projets. La différence, c'est l'accompagnement en partie. L'accompagnement, je pense, joue énormément, oui. Autre problématique peut-être, et on le verra parce qu'on a une deuxième table ronde plus tard, sur la rénovation, par exemple, le BIM, vous y lancez, pas encore, un peu, moyen. Alors c'est en réflexion. Aujourd'hui, ma direction a décidé de lancer l'ensemble des projets neufs en BIM. C'est quelque chose qui est acquis depuis maintenant plusieurs années. Concernant la réhabilitation, c'est encore en discussion. On pense peut-être à un projet pilote dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'un de nos bâtiments. D'accord. Haute-Chouachillon, là aussi, vous avez fait d'autres projets par la suite en BIM. Comment ça s'est passé ? Alors, tout d'abord, on sent que les exigences sont croissantes au fur et à mesure des projets. Nous, on s'améliore aussi au fur et à mesure des projets et c'est pas facile tous les jours, mais il faut en avoir en permanence en fait pour pouvoir monter en compétences de manière stable. Quelles sont les difficultés justement que vous pouvez rencontrer sur les autres projets et qui étaient peut-être moins présentes sur le projet Germaine-Tillon ? Déjà au niveau des attentes des DOE, Germaine-Tillon, on a eu trop de mal à rendre le DOE. Les attentes, elles étaient assez simples. On a d'autres acteurs qui nous demandent des DOE vraiment avec une exploitation maintenance mise en place. Et là, on a quand même plus de difficultés à répondre à leurs exigences. D'accord. Peut-être, Pierre Bonnard, les nouvelles expériences qui sont venues en BIM depuis, quel constat vous faites dessus ? On travaille systématiquement en maquette numérique informée depuis l'expérience Germaine-Tillon. Donc aujourd'hui, on essaye d'entraîner systématiquement nos partenaires de l'équipe de maîtrise d'œuvre dans l'aventure, ce qui marche plutôt bien. Les difficultés que l'on a, c'est avoir des maîtrises d'ouvrage qui sont motivées pour mener l'expérience un peu plus loin. Je reviens sur la notion d'écosystème dont je parlais tout à l'heure parce que c'est important et je pense que chaque entreprise commence à travailler là-dessus. C'est qu'à partir du moment où on dessine un bâtiment sur une maquette numérique informée, nous on vient commencer à travailler notre estimation des coûts par exemple en récupérant des informations ou la partie thermique, etc., etc. Donc on commence à interconnecter des choses comme les objets connectés et donc c'est des process internes qui évoluent et je pense que c'est valable pour l'ensemble des personnes qui sont ici présents. Donc si je reviens sur la notion de maîtrise d'ouvrage, aujourd'hui la période d'expérimentation elle est déjà bien avancée. Maintenant il faut des résultats et pour motiver une maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou privée, je pense que l'objectif principal aujourd'hui se situe dans la maintenance, puisque c'est au travers de ça que la maîtrise d'ouvrage aura un véritable gain à déployer des projets en BIM. Et c'est là-dessus maintenant qu'il faut travailler. L'expérience de la mairie de Toulouse qui est en cours de mise en place, mais certains bailleurs sociaux aussi sur la place toulousaine commencent à réfléchir de façon très avancée à ces sujets-là. Et pour moi, ça sera le point de départ d'un véritable déploiement du BIM au sein de notre région. Raphaël Gomme, vous, dans l'entreprise Qualitech, vous avez depuis accru votre expérience sur Evit et puis je crois que vous avez profité du confinement en fait pour vous former, pour développer encore plus la montée en compétences. Oui, c'est ça. Donc maintenant, tous nos techniciens d'études sont formés. On a profité du confinement pour former le dernier technicien. Et d'autres projets sont en exécution chez nous. On fait la suite logique puisque maintenant on fait un collège, le collège de Beauzelle en Revit, en 3D. Puisque je pense que la mairie de Toulouse a donné des idées au CG31 puisque on voit que maintenant que les projets, les futurs collèges sont en BIM
Donc c'est un des projets sur lesquels on travaille et bien sûr que l'expérience de Germaine Tillon nous sert pour réaliser ce projet. Une piste d'amélioration, peut-être justement au vu de cette expérience et des suivantes, ça serait quoi pour vous ? C'est déjà profiter du BIM pour améliorer nos méthodes, que ce soit du chiffrage jusqu'au DOE, puisque maintenant, si on a des maquettes assez bien réalisées, on peut faire quelques métrés sous réserve de les contrôler via les maquettes, plus échanger avec les chefs de chantier pour vraiment montrer les maquettes, voir ce qui est attendu, voir ce qui est réalisé, échanger aussi pour voir ce qu'on peut optimiser quand on dessine. Et bien sûr, s'améliorer sur les DOE, puisque bon, là, pour le coup, c'était le premier DOE qu'on réalisait en BIM, où on a réussi quand même à faire une maquette, je pense, assez sympa, où l'utilisateur peut cliquer directement sur des objets 3D, a des liens sur les fiches de maintenance, les fiches techniques, les numéros de série. Du coup, sur la partie chantier, comment on peut améliorer l'appropriation aussi du BIM et l'intérêt du BIM ? Vous m'avez parlé de mettre peut-être une BIM room, enfin quelque chose comme ça, peut-être sur le chantier, de façon à améliorer aussi la possibilité d'avoir accès. Oui. Alors là, ça a été un peu le cas. C'est vrai que la BIM room a plus été orientée à la FFB. C'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, c'est des appareils assez coûteux à mettre en place si on veut mettre une télé, un vidéoprojecteur, un PC assez puissant. Et c'est vrai que dans les installations de chantier, souvent, c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est un axe à partager pour aller encore plus loin dans l'échange, surtout avec le personnel de chantier, les chefs de chantier, sur terrain. Et que ça sorte encore plus vraiment de la synthèse et des techniciens d'études, qu'on aille encore plus loin dans le lien avec les techniciens, puisque à la fin c'est quand même eux qui réalisent le chantier. Aurélie Borde et Mehdi Gachot, vous, les pistes d'amélioration, et depuis vous avez répondu sur du BIM, ça se passe aussi bien ? Alors oui, depuis on a répondu sur du BIM. Les seules difficultés qu'on peut rencontrer, c'est d'entrer en fait la définition du niveau d'attente de la maîtrise d'ouvrage, qui n'est pas tout le temps abouti au démarrage, ce qui fait que ça complique un peu la réalisation du chantier en BIM, surtout pour les DOE, comme ça a été dit. Ensuite, depuis, nous on réalise la totalité des méthodes en BIM aujourd'hui. Ça nous apporte énormément en fait parce qu'on a développé des programmes qui vont automatiquement nous calculer les outils utilisés chaque jour, le béton à couler chaque jour, etc. Les ouvriers, les chefs de chantier sont vraiment favorables à cette évolution-là. On peut aussi montrer en 3D les voiles matricées, tous les détails de finition en 3D sont réellement mieux compris et mieux appréhendés en phase chantier. Et ça nous permet aussi, sur un chantier là par exemple, ça nous a permis en réalisant cette maquette du bâtiment à blanc, ça nous permet aussi d'éviter certaines erreurs, comme donc sur un chantier par exemple, en faisant la compilation des maquettes, on s'est rendu compte que le serrurier avait fait un escalier pas assez haut. Et du coup, il a pu le modifier en atelier avant la livraison sur chantier. Donc ça nous apporte énormément. Mehdi Gachot, vous, quelles pistes d'amélioration vous voyez On est en amélioration continue, on va dire, sur ce process BIM également. En ce moment, je m'occupe aussi de la formation d'autres collaborateurs. Donc du coup, on va être aussi de plus en plus nombreux, ce qui va nous faciliter à répondre à plus de projets BIM, parce que justement, depuis Germaine Tillon, on a eu l'occasion de travailler sur d'autres projets BIM par la suite également. Alors Frédéric Carré, on le voit, les entreprises, effectivement, pour celles qui sont ici, qui ont bénéficié de cette expérimentation, ont poursuivi leur montée en compétences, mais on voit aussi qu'il y a parfois des difficultés sur les chantiers où il n'y a pas d'accompagnement à mettre en œuvre le BIM.
comment on peut valoriser ces nouvelles pratiques numériques qui ont exigé un investissement financier important de la part des entreprises, si ces dernières, après, ne peuvent pas les mettre en œuvre de façon globale sur les chantiers auxquels elles répondent? Alors, de toute façon, il faudra continuer. On est qu'à la première étape du BIM, hein, parce qu'on parle ici du BIM niveau 2, niveau 3, mais il y a le niveau 4, le niveau 5. Les applications sont nombreuses et je pense personnellement que ça peut favoriser l'attractivité de nos métiers. Hein, on souffre souvent d'une image dégradée sur nos chantiers où les tâches sont faites pas en bonne coordination. Je pense que les outils numériques, que ce soit le BIM, ou d'autres des outils qui visent à améliorer la rentabilité comme le Lean, mais beaucoup de choses comme ça vont faire en sorte que les jeunes vont être attirés par nos métiers. Les chantiers seront plus propres, mieux organisés, mieux gérés, les coûts aussi et les délais. Le numérique, c'est le BIM, mais c'est aussi les outils. Dans les ateliers, c'est les machines à commande numérique, c'est les prises de côte avec des lasers sur les chantiers. Donc tout ça, le métier change et le BIM est préalable à tout ça. Beaucoup d'actions et beaucoup de choses vont être développées spécifiquement pour tel ou tel métier, que ce soit interne aux entreprises, mais aussi des outils collaboratifs. Donc les choses vont encore beaucoup évoluer. Les avancées qui ont été faites par les entreprises, elles l'ont acquise. Celles-là, elles vont aller plus loin. Mais l'effort, par exemple, que doit faire une fédération, c'est vraiment faire en sorte que tous les acteurs de la filière et toutes les entreprises puissent continuer à avancer. Parce que le bâtiment, c'est toutes les entreprises, les TPE, les PME, les ETI. Et on ne peut pas faire les chantiers à quelques entreprises. Donc il faut qu'il y ait l'offre la plus large possible. Et même s'il y en a qui aujourd'hui ont bénéficié de cet accompagnement et ont passé certaines étapes, eh bien, il faut qu'on continue à accompagner les autres. Et notamment, on pourra le faire dans les fédérations avec les outils qui ont été financés par le PTNB et BIMCO. Donc on pourra utiliser ces salles immersives et continuer à former l'ensemble des entreprises pour que l'ensemble soit gagnant. Merci beaucoup. Je vais vous remercier à tous d'avoir participé à cette table ronde avec nous. C'était une table ronde dans le cadre donc du plan BIM 2022 qui nous a permis de bénéficier de ce retour d'expérience sur justement un projet type qui était le groupe scolaire Germaine Tillon. On espère vous avoir donné envie d'aller plus loin dans le BIM, l'avenir pour les métiers du bâtiment sans aucun doute. Merci.